Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc sur cette chaîne sur la liberté financière. Alors donc ce soir on va pas parler forcément de football, hein, même si la métaphore s'y prête. On va parler d'occasions manquées. Vous savez, hein, ces fameuses occasions qui se présentent dans la vie, hein, qui se présentent à nous dans la vie et qu'il nous arrive de rater et qui vont générer beaucoup de regrets, hein, de remords. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, dans cette vidéo, je souhaite vous montrer comment le fait de remettre à plus tard ce qui peut être fait la veille peut entraver fortement votre marche vers la liberté financière. Alors, je vous avais parlé dans une vidéo sur les plus grandes erreurs que j'ai pu faire dans ma vie d'investisseur, et bien figurez-vous que ces erreurs, hein, que j'ai pu faire sur le forex, sur les actions, sur les obligations, sur l'immobilier, ne sont rien à côté d'une erreur hem, que j'ai fait entre 2004 et 2006, qui a consisté tout simplement, à ne pas investir, à rester à l'écart, du monde de l'investissement, du cadran de l'investissement, hein, pour reprendre les termes de Robert Kiyosaki, et pour avoir été vraiment, la tête dans le guidon, dans le cadran du salariat sans même prêter la moindre attention à toutes les opportunités qui peuvent se passer en matière d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La perte d'opportunité, elle est souvent bien pire que l'échec. Parce que quand on échoue, c'est que l'on a échoué, c'est avoir fait quelque chose qui n'a pas marché. Lorsque Edison, par exemple, on lui a parlé de ses échecs, de ses 1100 échecs avant de trouver comment faire l'électricité, il n'a pas dit j'ai échoué 1100 fois, il a dit j'ai essayé 1100 manières qui n'ont pas marché. Donc la perte d'opportunité, elle est pire que l'échec parce que en fait, on n'a même pas tenté de faire quelque chose, on n'a tout simplement rien fait. Et souvent, lorsque on s'en aperçoit, on s'en mord un petit peu les doigts. Alors, je vous avais dit, hein, dans une vidéo, hein, sur la chance, la malchance, en fait, la vie nous procure toujours une occasion de faire le break. Elle est en général composée de 98% d'événements anodins. Vous avez des problèmes de train, vous avez une petite augmentation, vous n'avez pas d'augmentation, vous avez une petite prime, vous n'avez pas de prime. Enfin voilà, tous ces petits événements, vous avez un rhume, etc. Et puis, heu, dans la vie, vous allez avoir des événements qui peuvent être très graves ou géniaux. Des événements très graves, hein, dans on va dire 1% des cas, hein, en moyenne, l'accident, la perte d'un enfant, le chômage subi, le divorce, les problèmes de santé. Ce sont des événements très graves, mais qui heureusement arrivent très peu, pour la plupart d'entre nous, en tout cas dans une vie. Et puis vous allez avoir 1% à peu près d'événements magiques. Un gros héritage qui vous tombe, un gros chèque de sortie lorsque une entreprise vous demande de partir et que vous trouvez en plus une opportunité derrière, vous gagnez au loto. Donc il peut y avoir certains événements, certaines conjonctures qui peuvent être extrêmement favorables. Et donc, il est très important de savoir saisir ces opportunités qui peuvent se présenter dans la vie. Il n'y en a pas beaucoup, mais en général, ce qui fait la différence entre les personnes qui vont briller quelque part, qui vont se détacher du lot, et celles qui vont rester un petit peu dans la nasse, c'est cette capacité à saisir les rares opportunités qui peuvent se présenter dans une vie. Alors je vais vous citer 2 exemples. Le premier, que vous connaissez tous, hein, Stéphane Plaza. Et en fait, figurez-vous que Stéphane Plaza, moi je me suis un peu intéressé. En fait, comment il a été connu? Il était agent immobilier et puis un jour, il a vendu un bien immobilier à un journaliste qui a été content de sa prestation et ce journaliste lui a proposé de venir à un casting sur M6 et le casting, Stéphane Plaza l'a bien réussi, il a bien travaillé et c'est comme ça que petit à petit il est rentré dans les médias et qu'il est maintenant connu de tous, puis il a ensuite développé ses agences, créé des franchises, etc. Donc ça c'est vraiment l'exemple de comment un événement peut changer la vie à condition de savoir prendre la balle au bon. Un deuxième événement, alors là cette fois-ci plutôt dans la sphère politique, sur les présidentielles de 2017.
Donc lorsque l'on a interviewé, donc on se place en 2016, donc on interviewe Alain Juppé, hein, à l'époque grand favori de la primaire de la droite en 2016, un journaliste lui demande s'il nommerait Emmanuel Macron comme ministre. Donc on demande à Alain Juppé s'il prendrait, une fois élu président de la République, Emmanuel Macron dans son gouvernement. Et là, Alain Juppé a une réaction assez cassante en disant que Emmanuel Macron n'a pas la compétence, qu'il faut deux choses pour être ministre dans son gouvernement. Il faut la compétence et la loyauté. Et il indique que Emmanuel Macron n'a clairement pas la compétence. Et quant à la loyauté, les Français en jugeront au vu de ce qu'il a fait avec François Hollande. Bon, la suite, vous la connaissez, hein. Alain Juppé est mis en ballottage défavorable par François Fillon lors de la primaire. Ensuite, Nicolas Sarkozy, qui a été éliminé au premier tour de la primaire, se rallie à François Fillon. Alain Juppé est battu au deuxième tour de la primaire de la droite. Donc à ce moment-là, François Fillon se retrouve avec un grand boulevard pour la présidentielle. Et début de l'année 2017, il est rattrapé par une vieille affaire qui ressort, je crois que c'est dans Mediapart. Donc François Fillon s'effondre et la droite tombe avec elle puisque elle avait déjà désigné son candidat à l'issue de la primaire. À gauche, François Hollande et Emmanuel Valls se neutralisent, hein. Manuel Valls décide de se présenter contre François Hollande. Et du coup, François Hollande renonce à la candidature et la gauche se neutralise entre les deux têtes de l'exécutif. Et là, Emmanuel Macron, qui a décidé de faire cavalier seul, hein, en créant son parti En Marche, il se retrouve entre guillemets seul face au but quasiment vide et il n'a plus qu'à transformer l'occasion. C'est comme ça qu'on se retrouve en fait avec Emmanuel Macron, actuellement président de la République. Donc tous ces événements montrent en fait que bien plus que la volonté, l'ambition, le mindset, tout ça, c'est très important aussi d'être capable de flairer la bonne occasion, d'être un petit peu opportuniste dans la vie et de saisir disons les signes que peut nous envoyer la vie ou le destin, enfin chacun l'appellera comme il le veut. Alors moi, je vais vous parler un petit peu de ma situation en 2004. Alors en 2004, j'ai eu un alignement des planètes qui était vraiment magistral. Alors, au printemps 2004, donc je suis salarié au Crédit Lyonnais, hein, donc aujourd'hui LCL, j'avais 26 ans à l'époque, hein, 2 ans d'expérience. Alors à l'époque, j'étais assez tête brûlée, j'avais une forte confiance en moi-même, donc j'étais assez, on va dire, imbu de ma personne, et j'estimais que je pouvais prendre le poste de chef carrément, et je le déclarais publiquement. Je déclarais, j'avais 2 ans d'expérience, que je pouvais diriger une équipe de risk management, etc. Enfin, j'avais vraiment pas peur, j'avais pas froid aux yeux. Donc évidemment, ce caractère un peu sang chaud, on va dire, m'avait attiré quelques petits soucis, hein, avec les collègues, avec mon responsable hiérarchique de l'époque évidemment. Et puis moi évidemment je voulais à tout prix être chef, hein, je croyais en ma bonne étoile, clairement je me croyais, enfin je pensais que j'étais prédestiné à ça. Et donc du coup je demande une mobilité, tout simplement pour être chef. 2 ans d'expérience, bon je sortais de l'école en 2002-2004, je demande à être chef. Au même moment, le Crédit Lyonnais est rattaché et racheté par le Crédit Agricole et de toute manière mon poste se retrouve supprimé, puisque mon équipe en fait a été dissoute, enfin avait été liquidée lors du passage Crédit Lyonnais Crédit Agricole. Et je deviens en fait de facto salarié au Crédit Agricole et en mobilité. Alors les RH du coup me font passer un entretien et des tests d'aptitude managériale. Et ils sont effectivement très bons. Je vous mets un petit extrait ici. Donc on peut lire voilà toutes les qualités que l'on me trouve, les quelques petits défauts. Il y a toujours des défauts. Et à la fin, le DRH déclare, donc du Crédit Agricole, déclare que il me voit très très bien devenir rapidement, donc au-delà d'expert, de devenir carrément manager d'une équipe d'experts. Et donc du coup, en fait, je suis jugé apte à devenir
manager. Donc je suis classé en fait dans la catégorie des managers à qui il faut à tout prix trouver un poste de manager au sein du groupe. Mais il y a eu la fusion Crédit Lyonnais Crédit Agricole, ça a été assez sanglant. Et beaucoup de managers, en fait, se sont retrouvés, eux-mêmes ont perdu leur poste. Donc il a été, évidemment, dans ce contexte très difficile, de me trouver à moi un poste de manager, alors que j'avais pas de poste de manager, alors que des managers venaient de perdre leur poste. Du coup, grâce en fait à cette, donc il y a eu un plan social qui a été mis en place et grâce à cette évaluation qui était quand même plutôt bonne, en fait on m'a mis, dans le plan social, on m'a intégré dans ce plan social, donc Crédit Lyonnais, Crédit Agricole de départ. Et on m'a, disons, on m'a donné en fait, on m'a proposé, donc si je partais, si je quittais le groupe, puisqu'il n'y avait pas de poste de manager à pourvoir, de partir avec 1 an et demi de salaire. Donc évidemment, moi, j'étais très, très ambitieux, je me suis pas fait, prier. Mais c'est pas tout. Alors au même moment, donc en août 2004, je suis repéré par un chasseur de tête anglais qui me propose un poste en Suisse dans un fonds de hedge funds. Donc j'ai passé, donc les entretiens, d'abord avec le cabinet de chasse, puis donc avec les opérationnels donc de ce fonds de hedge funds. Et là, la magie opère avec le directeur des risques, donc qui allait être mon responsable, et vraiment le patron de la société. Donc je me retrouve finalement pris sur un poste en Suisse avec un chef qui est directement directeur. C'est-à-dire avec vraiment une capacité, enfin, avec vraiment un potentiel d'être manager et de créer moi-même ma propre équipe. Donc j'obtiens une proposition chiffrée, comme l'entretien, j'avais fait une grosse impression, et j'ai damé le pion en fait à un candidat qui était en concurrence avec moi, qui était pourtant, diplômé de l'école polytechnique, hein. C'est un de mes collègues qui m'avouera plus tard qui m'avait fait passer l'entretien, qu'il avait aussi fait passer l'entretien à un autre candidat qui avait fait l'école polytechnique et ils avaient choisi, de m'embaucher moi. Bah, conséquence de cela, c'était génial, je passe de la France à la Suisse, je multiplie mon salaire par 3 par rapport au Crédit Lyonnais et en plus, je quitte la banque avec 1 an et demi de salaire puisque je prends le plan social. Donc là c'est jackpot. Là, j'ai eu vraiment un concours de circonstances qui a été magique et donc du coup, forcément mon épargne, enfin mon taux d'épargne explose, hein. Donc c'est un petit peu ce que j'appelle le CLF. Alors le CLF, j'en parle longuement dans le livre que je suis en train d'écrire, hein, pour vous sensibiliser, pour vous apprendre comment le calculer, comment le projeter, comment, comment mesurer, comment chaque action que vous allez entreprendre peut améliorer, votre coefficient de liberté financière, donc peut vous rapprocher, de la liberté financière. Donc le CLF, c'est quoi, hein? Alors c'est assez simplifié, hein, donc en gros, c'est le salaire moins les dépenses, plus les revenus du patrimoine, le tout divisé par le salaire. Et donc moi, en fait, je me retrouve à l'époque, alors que j'avais que 2 ans d'expérience professionnelle, avec un salaire à 10 000 € par mois, c'est énorme, plus 2 000 € par mois qui me tombent parce que, grâce au plan social du Crédit Lyonnais. Parce qu'au Crédit Lyonnais, j'étais à peu près 2000, 2 000 € net par mois, plus les primes. Et je ne dépensais que 2 000 € par mois en Suisse, hein. Je vivais vraiment de manière très, très modeste, hein. J'ai jamais été vraiment attiré par le cancan, par les signes extérieurs de richesse. Donc je ne dépensais que 2 000 € par mois et bah, j'investissais pas en fait. L'argent que je recevais, hein, cet excès d'épargne, je ne le réinvestissais pas. Donc j'avais 0 € de revenus de patrimoine. Et donc j'avais quand même un coefficient de liberté financière, une CLF, à plus de 83%. Donc pour information, hein, un CLF inférieur à 0%, ça signifie que finalement vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Donc vous êtes en situation de surendettement. Lorsque votre CLF est compris entre 0 et 100%, vous êtes dans ce qu'on appelle la rat race. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous gagnez de l'argent, vous en dépensez une partie plus ou moins importante, et puis le mois d'après, vous avez besoin de regagner de l'argent, et ainsi de suite. Et lorsque vous avez un CLF supérieur à 100%, ça veut dire en fait que les revenus de votre patrimoine sont supérieurs à vos dépenses,
et donc du coup, bah, en fait, vous pouvez vous passer de votre salaire pour vivre. Donc ça, si vous avez un CLF supérieur à 100, cela veut tout simplement dire que vous avez atteint la liberté financière. Donc j'en parle assez longuement, je vais pas détailler tout ça, la méthodologie, mais dans mon livre pour vous apprendre justement à le calculer et surtout à le projeter dans le futur. Donc voilà, donc je travaillais comme un malade, donc j'ai très rapidement gravi les échelons, j'ai pu recruter et avoir une petite équipe de risk manager et de chargés en reporting. Donc je me suis très, très vite retrouvé responsable, donc avec un salaire qui a grimpé très, très rapidement, bah, à plus de 10 000 € par mois, ce qui est énorme quand on n'a que 27 ans, hein. 26-27 ans, c'est tout simplement magique. Et en plus, je ne dépensais pas, donc j'avais eu ce réflexe de vraiment épargner. J'épargnais énormément. Voilà, mais je suis resté quelqu'un d'assez simple, hein, avec des plaisirs simples, hein, la marche, la rando, le jeu d'échecs, enfin voilà, hein, pas de bling bling. Et puis un jour, bah, mon chef, hein, mon responsable m'invite, chez lui parce que bon voilà, on s'entendait vraiment bien. En plus, il était français, donc on parlait en français, alors même si en réunion, la langue officielle c'était l'anglais, mais on parlait en français. Il m'invite chez lui et on se met un peu à parler de tout et de rien. Puis au détour d'une conversation, il me demande, mais en gros, bah, évidemment, qu'est-ce que je fous là, quoi? Alors moi, du coup, j'étais un peu surpris, je me suis dit: «Mince, est-ce qu'il est pas content de mon travail? Qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et en fait, non, non, c'était tout à fait amical. Il se demandait pourquoi, qu'est-ce qui me poussait à endurer quand même les la difficulté, hein, les souffrances quelque part de ce milieu, un milieu très, très dur, hein, on a des clients qu'il faut satisfaire, il y a des clients qui investissent. Moi, j'étais en charge de leur faire de produire des rapports de risque, de leur faire leurs études de risque. Lorsque les marchés, tanguaient, bah, les clients tout de suite appelaient, ils me demandaient qu'est-ce qui se passe, pourquoi leur portefeuille a baissé. Alors moi, je devais tout de suite, bah, voilà, leur dire, bah, voilà, enfin trouver des explications, bah, voilà, ça c'est lié à votre exposition action, en Asie. Là, il y a les taux qui ont monté de 30 BP, du coup, enfin voilà, donc j'étais sans arrêt et c'était très dur, hein. Souvent, la journée, je transpirais, quoi. Du coup, mon responsable, voilà, chez lui, tranquillement, il y avait sa femme, ses enfants, il me dit: «Mais comment pourquoi tu endures tout ça, alors que toi, finalement, Alix, bah, tu besoin de rien, tu te satisfais de rien, avec 2 000-3 000 €, bah, tu content finalement, tu plus ce qu'il faut pour en vivre, qu'est-ce qui te retient ici, quoi?» Alors que bon, nous autres, la plupart d'entre nous, voilà, ils sont là, ils ont des BM, ils ont des belles baraques, il y en a même qui ont des bateaux, enfin qui font du qui achètent un bateau, qui font du bateau sur la mer intérieure, le lac de Zurich. Toi, tu ouais, tu bah, tous ces signes extérieurs de richesse ne t'intéressent pas et pourtant tu es hyper motivé, par le poste, quoi. Et puis en fait, voilà, moi je lui ai répondu, moi ce qui m'intéressait, c'était un peu la gloire, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était de gravir les échelons, de représenter une entreprise, enfin j'avais vraiment l'esprit corporate, je voulais quelque part, voilà, avoir cette reconnaissance. Donc c'était vraiment ce qui m'intéressait. Mais évidemment, bah, en fait, je travaillais pour gagner plus, pour travailler encore plus, travailler plus. Et en fait, mon patrimoine qui s'accumulait parce que, bah, j'épargnais quasiment, 10 000 €, enfin entre 8 et 10 000 € par mois. Bah, cet argent, en fait, il dormait. Il s'amassait sur un compte courant qui rapportait rien. C'est ce qui explique le plus zéro que vous voyez, hein, dans le CLF. C'est-à-dire que j'avais, finalement des revenus du patrimoine nul, malgré un patrimoine qui montait en flèche. Et donc du coup, bah, voilà, donc j'ai laissé passer, 2 ans comme ça, voilà, sans investir. Donc j'avais beaucoup d'argent, en disons sur le compte courant, mais qui ne s'investissait pas. Et puis il va y avoir, le fameux déclic, donc je vous ai parlé du 1 de chance, on va dire. Donc là, j'ai eu vraiment on va dire mon année de gloire, avec, au Crédit Lyonnais qui est absorbé par le Crédit Agricole. Je suis reconnu par, le DRH du Crédit Agricole comme quelqu'un qui est capable de manager, qui va rentrer dans la catégorie des managers. Il n'y a pas de poste à pourvoir à cause de la fusion. On me donne un plan social comme tous les chefs en fait, hein. Je suis traité comme un chef d'équipe. On me licencie comme un chef d'équipe avec 1 an et demi de salaire, en chèque.
et je me retrouve en plus avec un super salaire, en Suisse et un poste de responsable. Mais évidemment, la vie, comme je vous l'ai dit, hein, donc il y a la chance et il y a la malchance. Et la malchance, bah, en 2007, on allait me diagnostiquer la maladie de Crohn. Donc voilà, donc pour info, donc j'ai quitté la Suisse. Alors j'avais un petit peu, voilà, je me plaignais un petit peu de problèmes d'estomac et tout. Moi, je pensais que c'était le stress parce que bon, bah, voilà, hein, le monde des hedge funds, c'est quand même un monde très stressant. J'avais un peu mal au ventre et tout, donc du coup, je me suis dit: «Ah, je vais peut-être chercher un boulot un peu plus cool. Puis je vais rentrer en France pour des raisons personnelles». Et puis, bah, lors d'un contrôle, hein, petit contrôle de routine, hein, bah, le médecin, diagnostique en fait la maladie de Crohn, donc qui est une maladie assez sournoise, voilà, bon, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais pas radoter. Et donc du coup, bah, là, je prends conscience en fait que, bah, il faut, que je ne peux pas compter que, sur, mes compétences, on va dire, de salarié, mes compétences de collaborateur et grimper dans la hiérarchie. Parce que des événements exogènes comme une maladie peuvent très, très bien m'empêcher de devenir directeur, indépendamment de ma volonté. Et c'est là que, bah, je prends conscience qu'il faut que j'investisse. Et donc du coup, bah, voilà, avec 2 ans, 2 à 3 ans, on va dire, de retard, bah, je décide enfin de passer à l'action, d'agir et d'investir, le patrimoine, hein, que j'avais accumulé. Bon, malheureusement, bah, le mal il est fait, hein, j'ai ce retard à l'allumage va s'avérer être extrêmement, douloureux, difficile pour moi. Donc sur ce graphique, je vous présente en fait l'évolution historique de mon coefficient donc de liberté financière, hein, bah, de 2002 quand j'ai commencé à travailler jusqu'à 2030. Donc je projette aussi de ce que sera mon, coefficient de liberté financière, donc au-delà, de cette année, 2021. Donc là, c'est très, très intéressant. Donc évidemment, donc l'étape 1, j'ai une super opportunité, professionnelle d'expatriation. Je saisis, cette chance, mais je ne pense pas investir l'épargne accumulée. Donc on voit mon coefficient de liberté financière qui s'envole grâce à mon salaire, mais qui va plafonner à 80-85 parce que je n'investis pas, bah, l'épargne que j'accumule. Donc finalement, j'ai beau avoir un salaire qui augmente, bah, tant que mon patrimoine ne génère pas de revenus, bah, je ne peux pas en fait compenser mes dépenses par des revenus passifs. Donc du coup, bah, j'ai mon coefficient de liberté financière, hein, c'est l'étape 2 qui va stagner. Et ensuite, bah, voilà, je reviens en France, on me diagnostique la maladie de Crohn et je prends conscience de l'importance d'investir. Alors ensuite, bah, malheureusement, la crise de 2008 va évidemment retarder les bienfaits de mes stratégies d'investissement, puisque ben, j'investis, c'est bien d'investir. Alors j'ai commencé à investir petit à petit, mais avec la crise de 2008, bah, mes investissements, ils m'ont pas, enfin, j'en ai pas vu la couleur. Et donc, il va falloir attendre donc l'étape 3, 2009, pour voir enfin mes investissements, donc les marchés rebondir et voir mon patrimoine commencer enfin à générer, bah, des revenus, des dividendes, des coupons, des loyers, puisque j'avais aussi investi dans l'immobilier. Donc, bah, l'étape 3. Alors ensuite, mon salaire se stabilise, hein, donc il a chuté en passant de la Suisse à la France. Donc mon salaire se stabilise, mais durant l'étape 4, bah, il m'arrive quelque chose, bah, des choses géniales. Je rencontre ma femme, mon épouse, enfin celle qui allait devenir ma future épouse. On emménage ensemble, on achète la maison, donc la résidence principale, beau jardin, on a des enfants, on se marie. Donc tout ça évidemment, bah, c'est des dépenses, c'est une élévation, de mon train de vie, ce qui entraîne une chute à nouveau de mon coefficient de liberté financière qui se retrouve finalement à 10, qui est quand même assez bas, hein. 10, c'est quasiment, voilà, c'est un peu la moyenne, on est au niveau de la moyenne finalement des ménages, français. Donc ça chute, mais je continue quand même à investir, à investir, à investir. Alors ça se voit pas du tout sur le graphique, hein, parce que l'investissement, c'est quelque chose à long terme. Ça ne se voit pas. Et puis à l'étape 5, on voit le coefficient de liberté financière qui remonte parce que j'arrive à obtenir un poste de senior manager dans le conseil avec un salaire à nouveau à, 6 chiffres. Un salaire qui se rapproche à nouveau, bah, de ce que je gagnais en Suisse. Le coefficient de liberté financière remonte, alors moins haut
qu'avant puisque, bah, effectivement, bah, je suis marié, j'ai une maison, j'ai 2 filles, donc forcément le niveau des dépenses, il est quand même bien plus élevé que ce qu'il était en Suisse, ce qui fait que le coefficient de liberté financière remonte. 40 c'est pas mal, mais pas voilà, on n'est pas à des niveaux astronomiques. Et puis, donc à l'étape 6, je vais avoir une grosse, on va dire une poussée de la maladie de Crohn qui va me mettre en arrêt maladie pendant 6 mois avec du mi-temps thérapeutique. Et là, bah, du coup, bah, forcément dans le conseil, en tant que senior manager, c'est très difficile pour votre employeur, après des mois d'arrêt maladie, de vous garder, hein, parce qu'entre-temps, bah, vos clients, bah, on les confie à d'autres managers, hein, d'autres senior managers et finalement vous vous retrouvez sans portefeuille. Et là, du coup, bah, on propose une rupture conventionnelle puisque, bah, mon poste s'était vidé de sa substance et malheureusement, bah, j'ai pas pu accepter cette rupture conventionnelle. Il fallait à tout prix, que je retrouve un travail, même si c'est moins rémunéré, il fallait à tout prix, il fallait surtout pas que je passe par la case chômage parce que j'avais encore beaucoup de dépenses à satisfaire et les revenus de mon patrimoine étaient encore, trop faibles. Et là, on est quand même déjà en 2015, on est déjà à 7 ans après que j'ai commencé à investir. Donc, bah, la partie, hein, l'étape 7 hein, de ma vie, hein, donc qui va un petit peu de 2019 à aujourd'hui, bah, on observe en fait que malgré un salaire qui continue à baisser, hein, voilà, qui continue à baisser ou à stagner, mais avec l'inflation, ça revient à une baisse. Et ben là, on a enfin le coefficient de liberté financière qui remonte, mon coefficient de liberté financière qui remonte. Pourquoi? C'est pas un hasard. Ce sont tous les investissements que j'ai faits dans les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, qui commencent enfin, par le jeu des intérêts composés, à produire leur effet. Donc j'ai utilisé les 3 grandes stratégies d'investissement. Utiliser le levier du crédit pour acquérir un patrimoine, notamment en immobilier. Utiliser les dispositifs de défiscalisation que le gouvernement a mis en place hein, pour les classes moyennes supérieures. Et enfin, le jeu des intérêts composés, c'est-à-dire utiliser toutes les phases de correction des marchés pour investir toujours plus. Et donc du coup, bah, à partir de l'année 2019, hein, on commence à voir finalement toutes ces stratégies d'investissement que j'ai mis en place qui portent les fruits et on voit le coefficient de liberté financière qui monte monte assez fortement, bah, justement grâce à tout ce que j'ai pu entreprendre, depuis 2007 et ce malgré un salaire qui est quand même, on va dire, qui est plutôt anémié, on va dire, qui est plutôt en situation d'anémie. Et donc du coup, ben, si jamais on prolonge, la courbe, a priori, au courant de l'année, 2022, les revenus patrimoniaux, donc les revenus de mon patrimoine, absorberont l'intégralité des dépenses du ménage. Donc on aura un CLF, coefficient de liberté financière, alors l'étape 8, qui sera supérieur à 100%. Ça, c'est une projection, donc voilà, ça peut changer, ça dépend de pas mal de facteurs. Alors maintenant, qu'est-ce qui se serait passé justement dans mon livre, j'en parle, hein, j'écris, je vous apprends comment mesurer ce coefficient de liberté financière et comment évaluer l'impact de toutes les actions que vous pouvez entreprendre, que ce soit sur vos dépenses, sur ce que vous gagnez en plus, sur vos investissements, votre business, comment cela impacte le coefficient de liberté financière. Et je me suis dit: «Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais commencé à investir, non pas en 2007, mais en 2005. Donc, bah, effectivement, ce qu'on regarde, donc c'est la courbe bleue. Donc, bah, effectivement, on regarde que bah, j'ai eu un retard à l'allumage de 2 ans. Donc j'ai investi en 2007 au lieu de commencer à investir en 2005, là où j'ai commencé à avoir un patrimoine conséquent. Donc, je rappelle, avant 2004, j'avais encore des gros crédits étudiants à rembourser, donc de toute façon, je ne pouvais pas vraiment investir. Et c'est à partir de vraiment fin 2004, début 2005 que je pouvais investir. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Donc, mon coefficient de liberté financière serait monté beaucoup plus haut que si je n'avais pas investi, hein. La courbe bleue serait montée, au lieu de monter à 83%, elle serait montée à quasiment 95%. Alors évidemment, cela n'aurait pas empêché
la maladie de Crohn d'arriver, le fait d'être obligé de quitter la Suisse et la crise de 2008. Ça, voilà, je pars du principe que voilà, j'investis, mais j'investis entre guillemets de manière bête, quoi. Je suis pas censé être au courant. Si j'avais investi en 2005, qu'il y aurait une crise en 2008. Hein. Quand je fais mon test, mon back test entre guillemets, bah, je pars du principe que je me prends la paume en fait de la crise de 2007 et de 2008. Donc on voit la courbe bleue qui va baisser parce que évidemment, bah, je me prends la maladie de Crohn, je me prends la crise de 2008, mais forcément, comme je suis monté beaucoup plus haut que si j'avais pas investi, bah forcément, je vais descendre bah, beaucoup plus bas. C'est-à-dire que même au creux de la crise de 2008-2009, bah, mon coefficient de liberté financière reste quand même à 70%. Et ensuite, évidemment, bah, grâce à tous les investissements réalisés, non pas à partir de 2007, mais à partir de 2003-2004, bah, on voit le coefficient de liberté financière qui remonte très rapidement et j'aurais atteint la liberté financière, en fait, si j'avais commencé à investir ne serait-ce que 2 ans plus tôt, en juin 2012. Et oui, 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 c'est pas voilà, non, c'est pas une erreur de frappe, c'est pas une erreur de calcul. Si j'avais investi 2 ans plus tôt, donc en 2005, début 2005 au lieu de courant 2007, eh ben, en juin 2012, j'aurais eu déjà un coefficient de liberté financière supérieur à 100%. Alors, ça ne veut pas dire que j'aurais claqué la porte de chez mon employeur. Hein. En 2012, j'étais encore cadre à haut potentiel, j'étais manager, voilà, je suivais des formations dans une banque, donc des formations réservées un petit peu aux directeurs potentiels, aux directeurs en devenir, on va dire. Donc de toute façon, j'avais beaucoup trop de fierté, trop d'amour propre pour, je serais sans doute pas parti en juin 2012, clairement. Donc, voilà, donc alors que là, aujourd'hui, finalement, quand on regarde, bah, le fait d'avoir investi 2 ans plus tôt, bah, la liberté financière ne serait atteinte qu'en juin 2022. Et encore, en supposant que les marchés se comportent bien, qu'on n'ait pas de crack, qu'on n'ait pas, voilà, qu'on ait des marchés qui continuent dans leur élan, enfin dans leur poursuite de la hausse entamée en 2009. Donc vous voyez, il a suffi finalement que je perde 2 ans avant d'investir pour au final perdre 10 années. Donc je retarde la liberté financière, l'échéance de la liberté financière de 10 ans. Et la conséquence de cela, bah, elle est énorme. C'est-à-dire que même si, de toute façon, j'aurais pas pu empêcher la maladie de Crohn, c'est l'étape, c'est la lettre E que vous voyez ici. Même si j'aurais pas pu empêcher la maladie de Crohn de me finalement de me faire énormément de mal quand j'étais dans le conseil et finalement de me damer le pont, de me damer le pion quand j'étais senior manager. J'aurais pas pu éviter une rupture conventionnelle en fait avec mon employeur, mais au lieu de la refuser et de prendre à tout prix un poste parce que j'ai besoin de manger, bah, sans doute si j'avais atteint la liberté financière en 2012 et voyant qu'à cause de la maladie de Crohn, bah, je pouvais plus devenir directeur, clairement, on me l'a clairement indiqué, hein, là c'était devenu très très clair après 6 mois d'arrêt maladie que la probabilité pour moi de devenir directeur elle était devenue quasiment nulle. Bah, j'aurais sans doute accepté cette rupture conventionnelle pour m'orienter, pour faire autre chose, pour devenir peut-être conseiller en gestion de patrimoine, écrire un livre, faire des formations manuelles pour faire des travaux, pour investir dans l'immobilier, faire un road trip de 2 mois en famille en Amérique du Sud. Donc voilà, donc ça aurait été l'occasion finalement de quitter le monde du salariat, sans doute en 2015, donc après, après la survenance en fait de la maladie de Crohn. Bon malheureusement, bah, comme j'étais pas libre financièrement, bah, ça a été un petit peu le début du chemin de croix pour moi où bah, là j'ai vu progressivement, on va dire, bah, voilà, j'ai la perte disons de responsabilité managériale. J'ai commencé à perdre disons du galon. Et je voyais clairement cette perspective de devenir directeur s'éloigner, hein, je le sentais bien. Chaque fois que je postulais quelque part, bon les recruteurs ils voilà, ils se renseignent, ils savaient que, bah, voilà, il y a eu j'étais en arrêt maladie en 2015 et évidemment ils étaient très gênés, voilà, ils me sortaient que le poste il est supprimé, que le poste il y a une réorganisation, enfin, on voyait bien que les recruteurs étaient très, très gênés lorsque je postulais à un poste de manager ou de directeur.
Mais bah, il fallait quand même que j'endure, que je supporte finalement un statut finalement de simple collaborateur, juste parce que j'ai gardé, je suis resté, j'ai attendu 2 ans avant d'investir et donc là, du coup, bah, j'ai perdu pas mal de temps et donc du coup, bah, voilà, j'ai pas pu, prendre, la faire la accepter la rupture conventionnelle, en 2015 pour faire autre chose tout simplement et bah, j'ai dû voilà, métro boulot dodo, et cetera et cetera. Donc en conclusion, on dit souvent que le temps c'est de l'argent, mais on peut aussi considérer que l'argent c'est du temps. C'est-à-dire que, bah, moi clairement, si j'avais eu ces 2 années, si j'avais pas perdu 2 années, à ne pas investir, bah, forcément je serais devenu libre financièrement en 2012 et là évidemment les décisions que j'aurais prises, notamment en 2015, lorsque, bah, mon poste finalement, lorsque j'ai perdu finalement mon poste de senior manager suite aux problèmes de santé, bah, j'aurais pas pris forcément les mêmes décisions si j'avais été libre financièrement, en 2012. Alors que, bah, en 2015, voilà, je voyais qu'il me fallait attendre encore 7 ans, jusqu'en 2022 pour être libre financièrement. Donc 2015-2022, bah, il fallait quand même que je gagne, fallait quand même que je gagne ma croûte, d'ici là. Donc par le jeu des intérêts composés, bah, qu'est-ce qu'on peut en déduire? En moyenne, bah, chaque fois que vous passez 1 an sans investir, en réalité, vous perdez 5 ans dans l'atteinte de votre liberté financière. Donc chaque année où vous passez à papillonner, à dire oui, à remettre au lendemain ce que vous pouvez faire, la veille, bah, chaque année que vous perdez comme ça, bah, c'est 5 années que vous perdez de liberté financière. Si toutefois votre objectif c'est d'atteindre la liberté financière, hein, bien évidemment. Donc le gros conseil, mais ce que je souhaite que vous reteniez un petit peu de cette vidéo, c'est intéressez-vous au plus vite à l'investissement qui vous procurera une source de revenus décorrélée de votre salaire. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez jamais anticiper qu'est-ce qui peut vous arriver dans la vie. Moi, honnêtement, voilà, sans faire de fausse modestie, j'ai fait un parcours sans faute. J'ai fait voilà, j'ai fait de très bonnes études, j'ai fait une prépa à Louis le Grand, j'ai fait une école du concours central Supélec, j'étais admissible à Polytechnique, aux mines, à l'école normale. J'ai fait un MBA en management, j'ai bossé à l'étranger, j'étais manager au bout seulement de 2 ans d'expérience professionnelle. Enfin, j'ai vraiment fait un parcours sans faute et bah, je pouvais pas savoir que j'allais tomber malade, que j'allais avoir une maladie qui allait provoquer on va dire qu'elle allait me blacklister en fait auprès des recruteurs. Ça, je pouvais pas le savoir. Et la mésaventure qui m'est arrivée, croyez-moi, ça arrive à énormément de personnes. Alors moi, il se trouve que c'est un problème de santé, mais vous verrez hein, autour de vous beaucoup de gens. Voilà, ça peut être un divorce qui se passe mal, ça peut être un secteur qui s'effondre. Je pense notamment à toutes celles et ceux qui travaillent dans le tourisme, qui étaient peut-être promises les personnes à une belle carrière dans le tourisme de manager et qui voient malheureusement leur entreprise, leur secteur s'effondrer. Euh, il y a mille et une manières, malheureusement, de, de voir votre vie professionnelle affectée par des événements totalement exogènes qui ne dépendent pas de vous. Et moi, très clairement, bah, finalement, le parasite qui a parasité ma carrière, bah, voilà, voilà, une maladie génétique que j'avais à la naissance voilà, qui s'est déclenché en 2007, qui m'a fait quelques soucis, notamment en 2015, mais qui n'a absolument rien à voir avec le comportement que j'ai. Voilà, c'est la faute à pas de chance. Et donc, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis juste là pour vous dire, faites attention, surtout si vous avez finalement la chance d'avoir une belle carrière, d'avoir un bon salaire, bah, de vous créer des sources de revenus qui ne soient pas corrélées, qui soient décorrélées en fait de votre salaire. Même si vous voulez, même si vous êtes passionné par l'entreprise où vous bossez, c'était mon cas, même si vous êtes passionné par votre boulot, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et donc, vous ne perdez rien à faire travailler votre argent pour vous. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Voilà, c'est cette occasion manquée en 2004 qui, voilà, 2 ans à ne pas investir. Bah, au final, c'est 10 années de, voilà, 10 années de retard dans la conquête de ma liberté financière. Et encore, si le marché, voilà, si le marché se comporte bien, si le marché s'effondre, ça peut être plus que 10 ans.
Voilà. Par contre, attention, s'intéresser au plus vite à l'investissement ne veut pas dire qu'il faut investir dans l'urgence sur tout ce qui bouge. Voilà, je vais prendre l'exemple, un exemple d'ailleurs qui a fait la une des médias, hein, c'est des médecins, donc des médecins, alors c'était il y a quelques années, hein, je sais plus si c'était M6 qui en avait parlé, donc qui avait vraiment des médecins qui avaient gagné pas mal leur vie, qui avaient économisé pas mal d'argent. Mais comme c'est des médecins, voilà, ils sont en profession libérale, bah, ils ont besoin finalement d'avoir des revenus pour la retraite. Et toutes ces personnes, en fait, elles ont réalisé très tard, quasiment à l'approche de la retraite, vers la soixantaine, bah, qu'il fallait qu'elles investissent leur argent, qu'elles ne pouvaient pas laisser leur argent dormir, qu'il fallait qu'elles investissent de l'argent pour avoir des compléments de revenus à la retraite. Parce que quand on est profession libérale, la retraite, voilà, faut la faire soi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé malheureusement? Bah, comme ces personnes-là qui n'avaient rien entrepris durant toute leur vie finalement de médecin en matière d'investissement, bah, elles ont réalisé du jour au lendemain qu'il fallait qu'elles investissent et malheureusement, bah, elles ont pris la première opportunité venue, hein, donc le premier CGP qui leur a présenté une opportunité. Donc elles ont acheté des appartements sur plan, des appartements neufs sur plan, sans même visiter, sans même analyser, sans même comprendre l'investissement, où est-ce que c'est situé, sans faire une étude de marché, sans avoir un esprit critique. Et là, malheureusement, bah, elles se sont retrouvées avec des appartements qui n'étaient pas loués, qui étaient situés en zone rurale où il y avait quasiment pas de demande locative. Et finalement, tout leur argent en fait a été englouti finalement dans des appartements qui ne généreront jamais de loyer. Donc voilà, donc là c'est vraiment un exemple très important qui vous montre de l'importance de, de prendre conscience très vite d'investir. Mais quand je dis d'investir, c'est pas d'investir au plus vite, d'investir sur tout ce qui bouge, non, de réfléchir à l'investissement. Et là, je mets un petit cadre à côté. Souvent, les gens, quand ils disent je vais y réfléchir, il y a deux catégories de personnes quand vous leur proposez quelque chose et elles vous disent je vais réfléchir. Vous avez celles qui s'en foutent. Donc en général, elles disent je vais réfléchir et puis après, bah, vous entendez plus parler d'elles, vous avez beau les relancer et tout, elles font les mortes. Et puis, vous avez celles qui disent je vais réfléchir, mais je te reviens avec des questions pour telle ou telle date. Donc ça, ce sont vraiment les personnes qui réfléchissent vraiment. Donc mes conseils, soyez à l'écoute des opportunités d'investissement. Formez-vous, soit via des formateurs, soit en pratiquant les marchés, soit via les deux. Et construisez-vous un réseau d'autres investisseurs et de conseillers en gestion de patrimoine. Et entourez-vous de personnes qui sont passionnées par l'investissement ou même des personnes qui font de l'investissement leur métier, comme les conseillers en investissement ou les conseillers en gestion de patrimoine. Moi-même, d'ailleurs, après 20 ans d'expérience dans les investissements, j'ai toujours été à l'écoute des idées proposées par des CGP ou des conseillers en investissement financier. D'ailleurs, mon investissement immobilier, mon premier investissement en immobilier en 2007, sous le dispositif d'Eurobien, un dispositif fiscal d'Eurobien, je l'ai fait bien un conseiller en gestion de patrimoine. D'ailleurs, s'il m'entend, je l'ai quand même bien fait chier parce qu'avant qu'il me présente cette opportunité à Bonneville, il m'a présenté plusieurs autres opportunités. Puis moi, à chaque fois, je le challengeais. Je le challengeais, j'avais des fichiers, des fichiers Excel, je faisais des calculs, des projections de cash flow. Et plusieurs fois, je lui dis, bah non, ce bien-là, non, il me va pas, il est trop cher. Ce bien-là, il est trop éloigné du centre-ville, donc il y a un risque de vacances locatives trop important que je ne peux, voilà, avec lequel je ne me sens pas à l'aise. Donc je l'ai challengé et puis à la fin, j'ai construit une relation avec ce conseiller en gestion de patrimoine à force de lui poser des questions, etc. Et il a fini par penser à moi et par me proposer en portefeuille un super bien dans le neuf à Bonneville en 2007 que j'ai d'ailleurs toujours aujourd'hui, hein, qui est toujours en ma possession aujourd'hui. Et puis une autre de mes rencontres avec des CGP, c'était en 2020 où j'ai investi notamment grâce à Green Bull et à Yann Darwin dans le projet Edgewater en 2020. Donc c'était la construction donc d'un ensemble de biens, de logements très spacieux dans une petite ville sympa au nord de New York.
puisque le Covid en fait a poussé pas mal de cadres, qui gagnaient bien leur vie à quitter le centre-ville de New York pour, aller dans le vert et donc il y a eu cette opportunité, qui a été saisie donc par Green Bull, qui l'a présenté à pas mal d'investisseurs et moi j'ai saisi l'occasion pour investir une partie de voilà, une petite partie de mon patrimoine. Et d'ailleurs, ce n'est pas fini puisque au moment où je vous parle, je prévois de m'entretenir avec un conseiller, un autre conseiller en gestion de patrimoine, pour investir cette fois-ci dans des SCPI qui présentent certaines originalités. Voilà, je peux pas trop vous en dire pour le moment parce que bon, bah, voilà, je suis en train de me renseigner, mais je vous tiendrai informé si l'opportunité est intéressante et peut-être, je la partagerai avec vous, qui sait? Dans le monde des investissements, il y a énormément d'opportunités. Il faut juste prendre le temps, s'intéresser, poser des questions et s'intéresser à l'investissement. Voilà, ne pas faire le mort, ne pas laisser passer les trains, c'est quelque chose vraiment de voilà, pour moi de très important. Voilà, bah, écoutez, voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo, qui est plus longue que ce que je pensais, parce qu'il y avait pas tant de diapos que ça. Mais voilà, je tenais vraiment, à partager avec vous, sur l'importance, de ne pas, gâcher ces occasions, et voilà de vous construire un mindset, on va dire, d'investisseur, voilà, et de ne pas rester isolé évidemment en tant qu'investisseur, voilà, de vous entourer d'autres investisseurs et de vous faire accompagner, par un ou plusieurs conseillers en gestion de patrimoine. Voilà, bah, écoutez, merci en tout cas pour votre écoute, voilà, pour avoir patienté ces 46 minutes. Mais je tenais à tout prix, voilà, à vous faire partager de mon expérience, personnelle, voilà, sur mon rapport à l'investissement et que j'ai pas toujours été cet investisseur que vous voyez, que vous avez devant les yeux, hein. J'ai connu ma période d'insouciance, de voilà, de mépris quelque part, d'indifférence vis-à-vis de ce monde de l'investissement. Et ça a été une grosse erreur, hein. 2 années de perdu égale 2 années de perdu à ne pas investir égale 10 années de perte, d'espérance de vie en tant que, personne libre financièrement. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis, bah, écoutez, j'espère, vous retrouver pour, d'autres vidéos et peut-être une vidéo pour vous présenter cette opportunité de SCPI si toutefois je la juge intéressante. Voilà, bah, écoutez, bonne, fin de journée et à bientôt. Au revoir.